Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour le webinaire autour de l'hyper-personnalisation, comment dynamiser son expérience client, co-présenté par Mediaethnix et Rhapsody Conseil. Aujourd'hui, je suis bien entouré avec plusieurs experts autour de moi. Je me présente, je suis François Coury, je suis Senior Pre-Sales Manager au sein de la société Mediaethnix et j'ai avec moi Paul Loup. Enchanté, Paul Loumati, donc je suis Customer Success Manager sur les solutions CDP et attribution. Je passe la parole à Ager. Bonjour à tous. Alors, je suis Ager Nagar, je suis Senior Manager chez Rhapsody Conseil, spécialisé sur les sujets liés à l'expérience client. Et enfin, pour finir, donc Bruno Tardy, représentant Rhapsody Conseil aussi, et je suis responsable de l'offre d'architecture chez Rhapsody Conseil, avec une spécialisation autour justement de l'urbanisation des domaines de relations clients. Merci à vous. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste vous dire que on a un petit onglet questions à gauche du bouton de chat en bas à droite de votre écran qui vous permettra de poser vos questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On a prévu 10 minutes à la fin de ce dernier pour y répondre. Donc, on prendra en compte bien évidemment toutes vos questions. Et je vais commencer par la présentation de Mediaethnix. Donc, Mediaethnix, ce sont des plateformes de data marketing, dont une Customer Data Platform qui va permettre aux entreprises de personnaliser leurs campagnes publicitaires pour maximiser l'engagement et la conversion. Donc aujourd'hui, Mediaethnix a déjà 10 ans, c'est plus de 50 marques, 50 clients tout autour du globe, avec plus de 70 collaborateurs déjà. On a l'habitude de traiter de très gros volumes de données. On parle de plus de 10 milliards de tickets de caisse traités chaque mois, plus de 100 000 audiences présentes dans la plateforme et donc mise à jour à minima une fois par jour. Une équipe aussi de Customer Success dédié à la réussite des projets de nos clients et ça se voit dans les chiffres puisqu'on a un score de satisfaction client qui approche les 100%. Donc, je vous parlais tout à l'heure de nos clients. En fait, nos clients sont de trois types. On retrouve tout d'abord les retailers, les acteurs de la grande distribution, avec de nombreux distributeurs de l'alimentaire, du bricolage et également des loisirs comme Fnac Darty. On travaille également, initialement même, on travaille avec les publishers, tout le nom Mediaethnix. On est issu du monde des médias et on a l'habitude de travailler avec des publishers comme Prisma Media ou Webedia pour justement les aider à monétiser leur inventaire publicitaire. Mais très vite, nous ont rejoint du coup les chaînes de télévision, TF1, Canal+, France TV, Channel 4, pour monétiser également leur inventaire vidéo qui forcément s'est popularisé avec la démocratisation des offres de replay. On a également d'autres clients autour des télécoms qui nous font confiance, à la fois sur des problématiques de marketing et des problématiques de monétisation et notamment de télévision segmentée. Je vais maintenant laisser la parole à Bruno pour vous présenter rapidement Rhapsody. Donc, je vais remercier Mediaethnix de nous accueillir dans leurs jolis locaux ici pour ce webinaire. Rhapsody Conseil est donc cabinet de conseil, 130 collaborateurs, une vingtaine de millions d'euros pour donner rapidement des métriques, qui se veut engagé et indépendant. Je vais insister immédiatement sur l'indépendance vis-à-vis de l'ensemble des éditeurs. Si nous sommes ici avec Mediaethnix, c'est uniquement par respect pour leurs solutions et par amicalité pour les personnes, mais on recommande systématiquement en toute indépendance et sans aucun partenariat autre que de compétences nos solutions. 4 grands pôles chez nous. Celui sur lequel on va plus focaliser aujourd'hui, c'est le pôle qui transforme l'entreprise par l'architecture, le digital et la data, qu'on représente avec Ager, avec une offre bout en bout de transformation de l'expérience client et de la relation client, du conseil métier jusqu'à l'architecture qui va venir proposer les socles, les fondations qui permettent au SI d'activer cette transformation. 3 autres pôles aussi dans notre entreprise autour de la transformation
des DSI et des opérations de la DSI, autour de l'agilisation et de transformation des organisations vers des modèles plus agiles, et enfin la transformation du monde des paiements, notamment avec des spécialisations dans le retail. Dernier petit focus que je voudrais faire pour pouvoir présenter Rhapsody Conseil, c'est mettre en avant le livre blanc autour de la CDP. On va beaucoup parler CDP, omnicanalité. On a positionné justement nos convictions sur la transformation d'une entreprise avec une CDP, ce que voulait dire ce nouvel acronyme qui vient faire bouger un peu les lignes de l'écosystème marketing et client pour nous tous. Donc voilà, je vous invite à le télécharger en complément de ce qu'on va pouvoir dire aujourd'hui. Voilà pour nous. Merci Bruno. Aujourd'hui, à l'agenda, une petite introduction sur l'importance de la personnalisation de l'expérience client. Paul Loup va nous rappeler les enjeux de personnaliser les parcours, de personnaliser la relation. Ager nous montrera comment et quels leviers on peut mettre en œuvre pour personnaliser cette expérience client. Puis, je vous parlerai de Customer Data Platform, c'est-à-dire la réponse technologique à ces enjeux de personnalisation. Et on vous propose de terminer cette session par un temps de questions-réponses. On prendra 10 minutes, donc n'hésitez pas, je le rappelle, à poser toutes vos questions dans l'onglet dédié questions et nous y répondrons à la fin de la session. Bruno, je te repasse la parole. Tout à fait. Donc, sur l'introduction, pour commencer ce webinaire, on voulait réasseoir l'importance de l'expérience client pour chacune des entreprises. Le premier bloc à gauche, c'est que l'impact de l'expérience client, c'est un fait. Désormais, le Forrester le chiffre à 1,5 fois le chiffre d'affaires entre des compagnies qui ont investi majoritairement et qui ont des expériences clients best in class par rapport à leurs concurrents. Donc, je pense qu'il n'y a plus de débat à avoir sur la nécessité de l'expérience client dans la bonne tenue d'un business globalement. Le deuxième élément, c'est évidemment la concurrence accrue. On a vu des marchés se faire complètement disrupter par l'expérience client, avec ça comme principal différenciateur, là où avant l'innovation, la nouveauté des services pouvaient être les choses qui faisaient des brèches. L'expérience client est venue se mettre au même niveau que l'innovation technique pour réussir à retourner des marchés, pour réussir à capter des parts de marché et des clientèles qui sont de plus en plus volatiles et de plus en plus sujettes et sensibles à ça. La sensibilité de la clientèle à l'expérience client, c'est le troisième point à avoir évidemment en tête quand on parle de l'expérience client. La conviction que moi j'ai, c'est qu'on est passé de l'hyper-sollicitation avant de faire l'hyper-personnalisation. Donc, on a créé des mondes où on construisait extrêmement précisément notre journée marketing. On avait en tête des plans, on construisait des audiences les plus larges possibles pour qu'une fois que mon funnel allait venir raffiner tous les abandonnistes, il me reste une masse critique intéressante. Ce monde-là a touché ses limites. L'hyper-sollicitation touche vraiment ses limites. Il faut maintenant qu'on arrive à arrêter d'élargir au maximum nos audiences pour passer dans une logique de personnalisation de l'expérience client et une logique de complètement sur-mesure pour faire probablement moins de contacts, mais des contacts qui soient beaucoup plus pertinents et travailler plus sur les taux de conversion que sur la volumétrie. Voilà pour l'introduction, pour repositionner globalement nos enjeux. Merci Bruno. On va rentrer donc dans cette partie plutôt dans le concret en abordant les différents enjeux de l'hyper-personnalisation et on va essayer de décrypter ce à quoi les annonceurs vont être confrontés pour répondre à cette problématique. Donc, on se rend compte que globalement, nous sommes de plus en plus sollicités en matière de publicité, quelle qu'elle soit, donc tout support confondu. Aujourd'hui, c'est environ 1200 sollicitations par jour. On ne s'en rend pas forcément compte, mais de manière directe ou indirecte, on est énormément sollicité. Et donc, naturellement, cela a pour effet de monter le niveau d'exigence des consommateurs. Donc, il n'est plus question de faire n'importe quoi pour que le message passe de manière positive. Et en fait, cette concurrence accrue nécessite de se démarquer de manière significative. Alors, bien entendu, les usages se digitalisent de manière exponentielle sur les 10-20 dernières années, et c'est d'autant plus intense et vérifié depuis la période Covid. Mais en plus, les clients sont souvent des acteurs mixtes, tantôt web, tantôt offline, et l'ensemble du parcours est donc à prendre en compte dans la connaissance client.
On a ensuite un message adapté et donc personnalisé. Ça va ainsi être efficace afin d'intervenir exactement où et quand le consommateur a besoin d'être sollicité. Et cette mécanique se vérifie d'une part en termes de fidélisation, s'appuyant sur l'ensemble de l'historique des données, ça va favoriser la personnalisation du message, mais également en termes d'acquisition, où finalement cet effort de personnalisation est désormais attendu alors que la relation entre le client et la marque elle est à peine établie. Également, force est de constater que la protection des utilisateurs, notamment au travers de la data privacy, rend ce travail de personnalisation de plus en plus difficile ces dernières années. L'utilisateur il est exigeant sur la manière dont sont traitées ces données et derrière cela oblige les annonceurs à se réinventer de manière perpétuelle. Donc la disparition prochaine des cookies third party va notamment rendre plus difficile, plus complexe la personnalisation des parcours web et particulièrement en matière d'acquisition. Et enfin, les usages évoluent rapidement, on s'en rend compte et il y a de nouveaux points de contact qui émergent aujourd'hui et qui sont de plus en plus utilisés. Donc, pour les annonceurs, il est important aussi de comprendre le levier à activer qui sera le plus adapté en fonction de la cible et en fonction du message, du contenu que l'on souhaite pousser auprès des potentiels consommateurs. Donc, ce travail de personnalisation va avoir de nombreux effets positifs pour les annonceurs. Certes, c'est un effort à mettre en place, mais ça va avoir des retombées à différentes étapes, différents endroits. Donc, notamment, qui dit message adapté dit forcément hausse des interactions entre la marque et l'utilisateur, et donc hausse de la collecte de la data, notamment first party. Donc, derrière, en fait, je connais mieux mon client et je suis en mesure d'affiner mes activations. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux qui se met en place. Cette personnalisation, elle va permettre de valoriser le consommateur et donc d'augmenter sa valeur client derrière. Donc, logiquement, le business va augmenter également, notamment en optimisant la mixité des clients. Donc, un client qui achète à la fois en web et en magasin va avoir une valeur qui va être démultipliée. L'efficacité de la personnalisation permet aussi d'affiner les cibles et donc de rationaliser les budgets engagés. Donc, quelque part, je cible moins et je cible mieux. Donc là, on parlait notamment de sursollicitation, ça va permettre d'estomper un petit peu cet effet. Et en ciblant mieux, je diminue par la même occasion la pression commerciale. Donc derrière, l'expérience client, elle est d'autant plus boostée vis-à-vis de la marque. Et enfin, cette rationalisation permet également de réduire l'impact environnemental généré par la création des nombreuses publicités, des nombreuses communications au sein des différentes campagnes marketing. Donc au final, ce sont l'ensemble des retours, qu'ils soient positifs, négatifs, chaque interaction ou même des absences d'interaction en réalité qui permettent de comprendre qui est le client et de prendre en compte ces différents éléments pour adapter en fait les stratégies futures. Donc si on se parle un petit peu maintenant d'intelligence artificielle, alors attention ici, l'IA c'est bien entendu un sujet essentiel ces derniers mois avec l'IA générative. Ici on parle également d'IA au sens plus large avec des éléments qui sont bien en place et ça depuis plusieurs années lorsqu'on se parle d'exploitation de la donnée et de la personnalisation. À chaque étape du cycle vie client, en fait, l'IA peut venir apporter des améliorations considérables en termes d'analyse des comportements, en termes de calcul de score d'intention, de profiling, mais aussi en termes de recommandations pour du contenu ou pour des canaux d'activation. En fait, l'intelligence artificielle, également dans le sens de l'IA générative, quant à elle, elle va notamment permettre de maximiser et d'automatiser des interactions directes qu'a l'utilisateur avec la marque, donc, ce qui est aussi un énorme progrès. Donc, en fait, au global, l'IA permet en réalité d'automatiser de nombreux traitements de données et va rendre facile des actions qui sont faites normalement assez complexes et chronophages à réaliser. Donc, c'est un énorme gain de productivité qui est observé lorsque l'IA se met au service de la personnalisation. Je vais maintenant laisser la parole à Ager qui va vous parler de la personnalisation d'expérience et de la relation client. Merci Paul. Donc, avant de vous parler des différents leviers qui existent sur l'hyper-personnalisation de l'expérience client, je vais revenir sur un prérequis qui nous semble important, qui est l'orientation client. En fait, la personnalisation de l'expérience client, elle est optimisée, elle est voire rendue possible à condition que l'entreprise soit orientée client.
Orienter client, ça veut dire quoi? Ça fait face en fait à l'orientation produit qui consiste à partir du produit pour construire un plan d'action vers le client. Là, l'idée, c'est vraiment d'abord de faire un focus sur le client et on se rend compte, au travers notamment de l'organisation de l'entreprise, que c'est parfois compliqué. Et compliqué pourquoi? Parce qu'on se rend compte tout simplement que l'organisation, elle est souvent corrélée en fait aux grandes étapes du cycle de vie du client. Et par exemple, à l'étape d'acquisition, ce ne sont pas à l'étape d'acquisition, aux étapes d'acquisition et aux étapes et à l'étape de fidélisation, ce ne sont pas forcément les mêmes équipes dans l'entreprise qui vont gérer les interactions avec le client. Et c'est d'autant plus complexifié lorsqu'on parle également de canaux, que ce soit online ou offline. Donc là, sur le sujet de l'organisation, il y a vraiment un effort à faire, un travail à faire sur cette organisation pour créer des passerelles en fait entre les différentes équipes, pour que ces différentes équipes qui sont en interaction avec le client aient des objectifs partagés et qu'il y ait également une gouvernance partagée avec un focus sur le client. Il y a également un effort à faire d'acculturation non seulement du siège, qui doit être un sponsor de l'orientation client, mais également des équipes terrain, c'est-à-dire des équipes qui sont directement en interaction avec le client. Donc maintenant que j'ai parlé de ce prérequis qui nous semble fondamental, je vais vous parler du coup des différents leviers de personnalisation de l'expérience client. Le premier étant bien entendu la personnalisation sur les parcours web. Paul Lou a évoqué notamment la disparition prochaine des cookies tiers, et cette disparition prochaine, elle oblige forcément les entreprises aujourd'hui à revoir leur stratégie de marketing digital. Alors heureusement, il y a des solutions alternatives qui existent. La première étant de, bien entendu, capitaliser sur les données first party. Alors, ça peut paraître évident, mais c'est un vrai travail à faire. Donc, les entreprises, elles doivent faire l'effort de bien collecter les données en amont, donc des données qui peuvent être des données de cookies first party, si elles sont présentes sur le web, des données CRM, des données de programmes de fidélité, par exemple. Donc, les collecter et puis travailler sur cette donnée pour les faire parler et pour bien identifier les différents profils de clients. D'autres solutions alternatives résident dans les data clean rooms et les walled gardens. Donc, les data clean rooms, en fait, ce sont des espaces partagés entre entreprises partenaires qui décident de partager leurs données clients à des fins de personnalisation de leur expérience client. Les walled gardens, ce sont des écosystèmes web fermés, on les connaît tous, notamment les écosystèmes proposés par les réseaux sociaux comme Facebook, par exemple. Et enfin, le dernier levier sur le web, c'est tout simplement de faire de la publicité contextuelle. La publicité contextuelle, elle consiste à faire de la publicité sur des sites qui proposent des produits qui sont en rapport avec notre domaine d'activité. Donc, par exemple, il s'agit de promouvoir une valise sur un site de voyage. Voilà. Alors, le deuxième levier de personnalisation, voire même d'hyper-personnalisation, vous le connaissez tous, je pense, c'est bien entendu les campagnes d'emailing personnalisées. En amont, bien entendu, de la construction des plans d'animation au travers des campagnes d'emailing, tout l'enjeu, bien entendu, est de collecter les bonnes données, des données pertinentes, de bien les utiliser, de bien les travailler pour construire des segments pertinents, pour bien cibler le client, pour bien personnaliser aussi la communication qui lui sera transmise et pour activer au bon moment, notamment au travers des triggers. En magasin, nous avons ce qu'on appelle en fait le clienteling. Donc le clienteling, c'est un principe qui consiste tout simplement à offrir une expérience client sur mesure. Et offrir une expérience client sur mesure en magasin, c'est possible à condition, en amont, de construire la vision client 360. Alors, on voit bien que finalement, la connaissance client est à la base de tout. Donc, la vision client 360, elle doit être mise à disposition du vendeur pour qu'il puisse personnaliser la relation avec son client. Et comment elle peut être mise à disposition au travers, par exemple, d'une tablette, tout simplement.
On voit par exemple que dans le secteur du luxe, le clienteling est très très prisé. Très prisé parce qu'elle permet tout simplement d'offrir une expérience client fluide, sans coupure et sans effort. Le clienteling est également rendu possible, bien entendu, alors on en a déjà parlé, à condition qu'en amont, il y ait un sponsor fort du siège et qu'il y ait une acculturation auprès des équipes terrain sur l'orientation client pour que pour que tous les employés soient engagés. Alors, enfin, sur le service client, l'un des principaux défis, c'est d'anticiper en fait le besoin du client. Anticiper le besoin du client pour potentiellement l'orienter sur un canal potentiellement moins coûteux, où il pourrait être autonome. Ça suppose également de bien connaître son client, de bien connaître ses canaux de préférence. Bien entendu, lorsque le client est en contact avec un conseiller, il est encore une fois très important que le conseiller dispose d'une bonne connaissance de son client au travers d'une vision client 360. Et le conseiller en service client, il peut être assisté, donc comme Paul Lou l'a évoqué, avec de l'intelligence artificielle qui peut aussi lui pousser, proposer donc des algorithmes pour pousser en fait ce qu'on appelle des NBA, des Next Best Action, qui sont en fait des actions les plus appropriées, les plus pertinentes. Alors, pour terminer, comme vous l'avez vu, les différents leviers donc, passent par différents canaux et ça soulève en fait la nécessité quand même de bien, d'assurer en fait une certaine cohérence entre les différentes actions qui sont entreprises sur les différents canaux. C'est ce qu'on appelle en fait l'orchestration. Et l'orchestration, elle doit se faire en omnicanal. L'orchestration des parcours, en fait, elle est aujourd'hui rendue complexe, notamment par divers facteurs que Paul Lou a notamment évoqué, comme la massification des données à laquelle on assiste aujourd'hui. Et je vais du coup passer la parole à Bruno qui va creuser le sujet. On a listé selon nous les 3 grandes limites des SI actuels qui empêchent l'hyperpersonnalisation. Parce qu'on l'a vu, donc l'hyperpersonnalisation de la relation client, elle doit impacter l'intégralité de la chaîne CRM et l'ensemble des logiciels qui la sous-tendent. Le premier gros problème, c'est la gestion de la massification des données clients. Toute cette chaîne logicielle va créer énormément de données. Le but, c'est de la capter. Le but, c'est de réussir à l'exploiter derrière. Et là, derrière, il y a évidemment des plateformes d'intermédiation, de transfert de données. Il y a des plateformes de gestion, de stockage, d'exploitation de la donnée qui, bien souvent, vont être les composants, je veux dire, mécaniquement limitants dans notre SI. La deuxième grande partie, c'est la réconciliation du digital et de l'offline. Ça, pour des raisons à la fois organisationnelles, historiques, de construction des écosystèmes. C'est bien souvent de mondes complètement séparés, des mondes qui ont des enjeux aussi de qualité de données, des enjeux sur les contraintes de réactivité, des enjeux technologiques même qui sont très différents et qui les rendent très incompatibles. C'est très dur de faire fonctionner notre chaîne digitale qui va se mettre sur des technos très de pointe avec des backbones plus anciens qu'il y a chez nous. Donc, cette scission reste dans les entreprises bien souvent trop importante pour pouvoir assurer une homogénéité dans la communication. Et enfin, le troisième, c'est le time to market et c'est l'accès aux données au métier. C'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à autonomiser mon métier, en faire des citizens qui arrivent à venir se saisir de la donnée, pas pour désintermédier, je dirais, la DSI, mais pour permettre un niveau de time to market et d'autonomie qui est absolument nécessaire dans la création des parcours clients. Donc voilà, pour moi, c'est les 3 grands défis qui ne sont pas résolus à l'heure actuelle, sauf si, du coup, on y apporte une réponse, merci Bruno, une réponse technologique qui est la Customer Data Platform. La Customer Data Platform, déjà comme le disait justement Bruno, elle va répondre à ce défi de rassembler la connaissance client. On a parlé tout au long de ce webinaire, soit Agir, soit Paul, soit Bruno, d'unifier, de centraliser, de servir cette vision 360 et de la mettre à disposition au métier. C'est justement son principal rôle, en tout cas sa fonctionnalité numéro 1, puisqu'elle a pour objectif donc de casser les silos entre les outils. On va
rassemblant tout en un seul endroit, de faciliter la collecte de données, qui est aujourd'hui rendue complexe avec, on l'a dit, avec la fin des cookies tiers, avec la démocratisation des adblockers, avec toutes les réglementations sur la collecte des données, et surtout, elle a pour objectif de casser les silos entre les équipes, puisqu'il n'y aura plus un outil pour le marketing, un outil de la data, un outil pour les équipes e-commerce, mais une plateforme, une seule customer data platform qui va venir en fait offrir la même richesse de données à toutes les équipes métiers dans l'entreprise. Donc, pour rappeler les différentes en fait fonctionnalités de la customer data platform, ça va être d'abord d'ingérer de se connecter à toutes les sources de données, donc que ce soit les données de navigation web, les données de navigation de vos applications, vos données, votre connaissance client stockée en CRM, les données présentes des tickets ouverts auprès d'un SAV, qui sont en fait vos données first party, qui vont être ingérées, collectées. Les données bien évidemment les données lorsque vous avez un magasin ou les données offline de tickets caisse, les interactions avec les différents leviers marketing, que ce soit les campagnes publicitaires, que ce soit les emails, que ce soit les notifications push, mais également, Paul nous en a parlé, les données de vos partenaires qu'on va pouvoir également ingérer dans la Customer Data Platform pour les rattacher à un profil. Ça, c'est le deuxième rôle, la deuxième fonctionnalité de la CDP, c'est l'unification des données, la réconciliation des différentes sources de données autour d'un seul et unique profil pour justement créer cette vision 360. Et donc, on va retrouver un seul et unique point de contact avec l'intégralité de la connaissance client. J'y reviendrai par la suite. Cette vision 360, elle va permettre donc de construire de nombreux segments d'audience que vont utiliser l'équipe CRM, l'équipe acquisition, l'équipe relations clients, l'équipe performance également et les data analysts. Une fois ces audiences créées, on va aller les activer. On va en parler sur les canaux de prédilection du client, du prospect. Bien évidemment, ces canaux de prédilection, on les connaît parce qu'ils sont calculés automatiquement par la CDP. J'y reviendrai par la suite. Donc, venir activer ces audiences sur ces différents canaux. Et bien évidemment, toute bonne CDP a également une brique de mesure pour pouvoir mesurer directement la performance des campagnes au sein de l'outil. J'en parlais au début de ma présentation. C'est le cœur même de la CDP, c'est de construire cette vision et de servir cette vision 360 à tous les métiers, justement en allant rassembler et consolider autour d'un profil unique toute la connaissance qui est présente dans le CRM et dans les autres outils. L'idée étant vraiment de permettre à n'importe quel des métiers, et c'est là où en fait la simplicité d'utilisation est clé, d'offrir en fait un outil qui permet de créer des segments très facilement avec en mettant en avant les différents critères de segmentation disponibles pour créer des audiences et les activer immédiatement. Je parlais d'activation, là je veux illustrer en fait les capacités d'activation en allant un peu plus loin et en parlant en fait d'orchestration des messages, orchestration des activations. J'ai en parlé à juste titre tout à l'heure. La CDP, elle va permettre également en fait de séquencer nos messages. Donc là, je vais vous trouver une petite illustration pour un site de petite annonce. Sur le cas de l'onboarding d'un vendeur de voitures, ça aurait pu être un autre exemple, mais on a choisi celui-là pour montrer qu'en fait, la CDP va pouvoir en fait déclencher un parcours utilisateur sur la base d'une interaction cliente, que cette interaction cliente, elle soit online ou elle soit offline, que ce soit un achat en magasin, que ce soit un ajout au panier, que ce soit la publication d'une annonce sur un site. On va également pouvoir utiliser tous les leviers d'activation configurés sur la plateforme pour pouvoir envoyer des messages. Exemple ici avec un email de bienvenue envoyé 18 heures après la publication de l'annonce pour présenter les avantages du site.
On va avoir des fonctionnalités également de séquencement des parcours avec ce qu'on appelle des fonctionnalités de contrôle de flux, attendre une certaine durée, si l'utilisateur a fait telle action, on va pouvoir du coup en fait définir de manière plus granulaire le parcours en rajoutant des conditions si aucune proposition d'achat dans les 3 derniers jours, alors on va pouvoir pousser une action marketing là, proposer les options de mise en avant de l'annonce. Et bien évidemment, grâce aux fonctionnalités de machine learning et d'intelligence artificielle de la CDP, on va avoir en fait des fonctionnalités qui vont nous permettre de calculer et de définir automatiquement le canal de prédilection de l'utilisateur en fonction de tous les signaux d'interaction, ouverture des emails, clic sur les emails, ouverture de notification push, clic sur la publicité. On va pouvoir du coup en fait s'appuyer sur ces signaux pour déterminer quel est le canal sur lequel le client est le plus réactif et justement sélectionner automatiquement ce canal pour pouvoir diffuser notre message. Et à la différence des outils de marketing automation classiques qui ne vont gérer que leurs canaux de marketing direct, les emails, la notification push, le SMS, le courrier papier, la CDP, comme elle est connectée au monde du média, elle va pouvoir, et c'est un de ces cas d'usage, elle va pouvoir par exemple relancer un utilisateur, un client en média qui n'aurait pas répondu à vos 2 derniers emails ou qui n'aurait pas répondu au premier email et à la notification push qui a suivi juste derrière. Deuxième cas d'usage sur la personnalisation de l'expérience online, comment on offre une expérience online sur mesure. Typiquement, donc là c'est un exemple de personnalisation donc, du site web en fonction donc, du coup de la connaissance client stockée dans la CDP. Donc, imaginons une équipe marketing qui va pouvoir construire une audience précise. J'ai pris l'exemple de Danse avec les stars. Petit clin d'œil à notre client TF1. On va pouvoir du coup s'appuyer sur cette audience pour pouvoir transmettre à l'outil de personnalisation l'information que la personne qui visite le site web appartient à l'audience appétente Danse avec les stars et donc lors de sa prochaine visite, l'outil de personnalisation va automatiquement reconnaître le client logué sur la plateforme pour pouvoir lui pousser un habillage afin de mettre en avant un contenu. Bon, là, typiquement, dans le cadre de TF1, on a décidé de mettre en avant l'émission The Voice. Et donc, on va pouvoir, en fonction du coup de toute la connaissance client accumulée et présente dans la CDP, créer des audiences d'appétence qui vont nous servir à personnaliser l'expérience, soit par un habillage, soit par l'affichage d'une bannière. On peut imaginer après tous les formats graphiques possibles et offerts par la solution de testing et de perso. Je vous propose qu'on passe maintenant à nos études de cas. On voulait vous parler de 2 études de cas. La première, celle du distributeur Les Mousquetaires, qui a décidé en fait justement de pouvoir optimiser ses activations publicitaires CRM, médias, ses activations également marketing CRM et les personnaliser pour accroître la lifetime value, donc augmenter la venue en magasin, développer les usages du drive également, ou de la vente à domicile et créer de la récurrence d'achat. Il y avait un vrai sujet dans la distribution alimentaire, c'était au vu de la crise du pouvoir d'achat et donc du comportement des clients qui a changé, qui faisaient beaucoup plus attention du coup à leurs dépenses en alimentaire, de garder en fait de continuer à avoir cette récurrence d'achat et surtout d'optimiser du coup la générosité marketing.
et donc premier enjeu et surtout un deuxième enjeu de pouvoir mesurer l'impact de ces campagnes marketing du coup sur le chiffre d'affaires et donc la marge. A été décidé donc de mettre en place en fait une MediaRx comme Customer Data Platform pour venir centraliser dans un seul et même profil toute la connaissance client qui était initialement silotée sur plus d'une dizaine d'outils. Ce qui a permis du coup aux équipes métiers de créer plus de 200 audiences qualifiées, que ce soit des audiences CRM, que ce soit des audiences pour les équipes médias, pour l'agence média qui gère les campagnes d'acquisition, de retargeting, afin de créer la récurrence d'achat, de pouvoir faire du cross-sell. On a les parcours clients omnicanaux qui sont en train d'être mis en place également au sein de la CDP pour pouvoir jouer le parcours du panier abandonné et faire la relance de panier abandonné par exemple. Et bien évidemment, une brique des fonctionnalités de dashboarding et de mesure pour mesurer en cross-canal l'impact des campagnes et avec l'exemple par exemple voir en fait quels ont été les campagnes, les impacts de la campagne display sur les ventes en magasin. Et ça, c'est possible parce qu'on remonte à la fois les impressions dans la CDP, les impressions et les clics sur les campagnes publicitaires et les tickets de caisse en provenance des magasins. Car le client passe sa carte de fidélité à chaque achat. Paul Loup, une deuxième étude de cas. Ouais, merci. Un autre business case qu'on voulait mettre en valeur ici concernant un spécialiste des équipements et des loisirs. C'était de s'appuyer sur la personnalisation pour relever en fait le défi d'une offre produit qui est très large. On a ici plus de 2 500 000 références et on souhaite personnaliser les parcours à partir de ces éléments-là. Et derrière, l'objectif, c'est aussi de pouvoir démontrer l'influence donc sur les ventes magasins. Donc, quel va être l'impact des actions digitales en termes d'activation sur les ventes online, mais également et surtout sur les ventes offline. Donc là-dessus, en fait, grâce à la CDP, nous avons déjà pu définir des profils à forte valeur ajoutée, notamment avec l'IA, avec des algorithmes qui ont permis donc notamment de sélectionner des individus étant engagés dans des intentions d'achat spécifiques à des produits, et également des individus ayant des appétences à des catégories de produits et pouvant avoir d'ailleurs des appétences sur plusieurs catégories de produits. Et derrière, eh bien, une fois qu'on a pu identifier ces populations qu'on voulait cibler, on a pu les activer de manière centralisée sur les différents canaux d'activation utilisés par le client, et donc de permettre de garder la main de manière centralisée sur l'ensemble de ces activations. Au final, on a pu aussi derrière, grâce à la CDP, mesurer l'incrément de performance qui a été réalisé par ces campagnes. Donc en fait, on a isolé une partie des populations qui étaient présentes dans les cibles identifiées. Et ces personnes-là n'ont pas été sollicitées par les campagnes. Et donc, on a pu en déduire un uplift en termes de visites sur le site, en termes de conversion online et offline, et également de chiffre d'affaires. Et donc derrière, en plus grâce à la brique attribution, le client a pu analyser les retombées de ces différentes actions sur les ventes offline et online, campagne par campagne. Donc là, ça a été assez intéressant. Et également, en s'appuyant sur la brique merchandising, il y a une stratégie de ranking, il y a des A/B tests, il y a des reporting spécifiques basés sur la data spécifique au trafic sur le site qui ont pu être lancés et qui sont venus compléter ces actions de personnalisation derrière et venir enrichir toutes ces activations. Donc, en termes de résultats sur ce business case, on constate qu'il y a eu une hausse assez importante du taux de conversion, on est à plus de 20%. Également sur les populations identifiées, donc plus 40% sur les commandes, et un panier moyen aussi qui s'est vu augmenter de 50%. Donc, hyper intéressant ici de pouvoir solliciter une personnalisation spécifique sur de l'intention, sur de l'appétence pour venir augmenter et booster son business. Merci. Je vous propose maintenant qu'on démarre notre session de questions-réponses. On a eu une première question de Nicolas
à propos de la disparition des cookies tiers. La question porte sur le fait que, avec la fin des cookies tiers, sera-t-on encore capable de traquer les agissements d'une personne à la user, et surtout, quel va être l'impact sur le lien entre la data first party et third party? Oui, alors effectivement, il va y avoir des difficultés à faire le lien entre ces données, c'est clair. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur justement des alternatives à tout ça, mais effectivement, on ne sera pas forcément capable de faire ce lien. On va perdre en fait un maillon de la chaîne, ce qui fait que les entreprises vont devoir se concentrer plus généralement sur leurs propres données. En tout cas, c'est l'objectif de ces réglementations qui sont mises en place. Donc derrière, l'idée et tout le challenge actuellement, c'est de s'appuyer notamment sur des réseaux d'identifiants tiers qui sont en train d'être implémentés un petit peu partout et qui vont pouvoir du coup permettre de conserver cette identité omnicanale qui n'est pas forcément propre à la data de l'entreprise et qui du coup peut-être venir s'enrichir auprès des activations qui peuvent être faites de manière tierce ou par le biais de partenariats. Merci Paul Loup. On a une seconde question de Brice qui nous demande comment on arrive à transformer un visiteur inconnu, un visiteur anonyme, en un utilisateur connu lorsqu'il va créer un compte. L'idée étant de pouvoir conserver en fait l'historique de navigation qu'il y a eu avant la création de ce compte. Je vais te répondre du coup, Brice, sur cette question. En fait, la Customer Data Platform, enfin toutes les Customer Data Platform ont un cookie first party, donc qui va être déposé par le domaine du site internet et qui va permettre en fait de traquer et de collecter les interactions du visiteur sur le site web lorsqu'il est anonyme. Et à partir du moment où l'utilisateur va créer son compte, s'inscrire à une newsletter, on va venir du coup capter l'identifiant de création de compte, que ce soit le numéro de téléphone, que ce soit l'adresse email, au sein de la CDP et en fait rattacher ces données de navigation anonymisées à ce compte, à cet identifiant donc, du coup qui n'est plus anonyme, au sein du profil. Et si un peu plus tard donc ce même utilisateur prend son téléphone, se connecte sur le site, navigue sur le site, il sera considéré comme un utilisateur anonyme. Et dès qu'il va se reconnecter, dès qu'il va se connecter depuis son mobile à son compte, et ben on va venir rattacher toute la navigation faite depuis le site mobile au compte de l'utilisateur grâce à cette réconciliation déterministe basée sur son identifiant de compte. Je me permets un petit complément sur les deux questions autour des cookies tiers. C'est très important. En fait, pour moi, il faut avoir en tête le fait que oui, on perd l'outil générique qui sous-tendait toute notre traçabilité web avant, qui était ces cookies tiers. Celui-ci, il faut se le dire, oui, on le perd. Après, il y a une opportunité parce que deux choses. Un, en recentrant sur la forge de nos cookies internes first, on a en fait un outil qui va devenir beaucoup plus puissant que ce que pouvaient être les cookies tiers. Et deuxièmement, les réseaux d'identifiants tiers que tu citais, Paul Loup, vont être aussi d'une efficacité bien plus importante. Ils vont être bien plus coûteux, d'accord ? Donc il faudra les utiliser avec une bien plus grande parcimonie et pour aller chercher réellement de la valeur. Mais ces réseaux d'identifiants vont apporter une connaissance du client qui va être bien plus importante que ce que nous apportaient les cookies. Si je récupère un ID d'un quelconque onboarder CRM pour pas en forger, il arrive avec une réelle connaissance client qui est forte. Ça me coûte de l'argent, d'où l'importance d'avoir les outils corrects pour, le réconcilier avec moi, mes données, et donc à quel point ça complète bien ma connaissance client à moi, et deux, le faire rentrer dans des parcours. Donc, pour moi, risque parce qu'on perd l'outil qu'on est habitué à utiliser, mais opportunité parce que meilleure qualité au final, si on sait s'en servir. Merci Bruno. On a une autre question de Romain qui nous dit on a un bel outil, de belles données, je suis d'accord avec toi, mais évoque la problématique de change management dans les entreprises pour se transformer et créer de la valeur.
peut-être un petit mot à gérer sur cette problématique, ces problématiques de change. Oui, alors on l'a un petit peu évoqué avec le sujet de l'orientation client. Donc effectivement, que l'entreprise soit orientée client, c'est à la base de l'hyper-personnalisation de l'expérience client. L'entreprise, elle est orientée client à condition effectivement qu'il y ait un vrai chantier de change management qui commence d'abord au siège, qui doit diffuser après auprès des équipes terrain. Et ces efforts en fait de change management, elles doivent permettre justement alors d'acculturer, comme on l'a dit précédemment, d'acculturer sur ce qu'apportent les nouveaux canaux digitaux, d'acculturer sur ce qu'apporte la data, puisqu'en plus aujourd'hui on en a de plus en plus, et d'acculturer également sur la notion d'omnicanalité, d'expliquer en quoi l'omnicanalité est importante et ce que signifie l'omnicanalité qui consiste juste à répondre aux attentes du client au travers de canaux qui fonctionnent en synergie les uns avec les autres. Voilà. Donc effectivement, le change management, c'est une part très importante de la personnalisation de l'expérience client. Je vais renforcer avec des exemples retail que je connais mieux, mais on avait vu là le cas des mousquetaires. Évidemment que réussir à faire passer mon organisation dans un mode où mon équipe fidélité, quand elle pense ses campagnes promotion, mon équipe marketing, quand elle crée sa campagne web, et mon équipe média qui gère ses bannières, réussissent à fédérer une vision unique de ma segmentation client, de ma détermination des audiences pour qu'il y ait de la cohérence sur ces trois piliers qui souvent sont très, 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 très décorrélés. Monstre changement. Et évidemment que l'outil va permettre la transformation, mais c'est pas l'outil qui fera la stratégie métier. Donc, oui. Bien évidemment, oui. C'est un support et les différentes équipes, elles doivent bien entendu se parler en amont entre elles et qu'on puisse disposer d'une vision globale en fait du client. Merci. Et Romain, vous remercie également tous les deux. On a une autre question sur les cookies tiers de la part de Nicolas, mais comme le temps court, file, on propose Nicolas de revenir vers toi. On viendra organiser une session dédiée pour parler de ce sujet avec toi directement. Donc du coup, pour terminer. Tout d'abord, on voulait vous remercier d'avoir participé à ce webinaire et à vous être motivé de bon matin pour nous écouter et disserter sur le sujet de l'hyper-personnalisation. On voulait, MediaRedMix, vous partager un dernier mot. On organise un événement le 2 avril pour lequel il reste quelques places. C'est Into the Mix, c'est notre événement annuel où on en profite pour partager autour de sujets d'actualité. On va parler notamment des cookies tiers, parler du bilan des impacts, on va parler de retail média et du ROI du retail média. On va parler de pérennité de la stack AdTech. Ce aura lieu donc le 2 avril chez Google. N'hésitez pas à vous inscrire. Claire vient de nous faire apparaître une superbe pop-up sur le site. Seront présents de nombreux clients, partenaires. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Rhapsody, peut-être, Bruno, gère un dernier mot pour la fin. Je pense qu'il y a peut-être un élément qu'on n'a pas beaucoup abordé qui moi me tient à cœur, c'est la synergie à créer dans votre chaîne CRM. La CDP vient disrupter clairement l'équilibre de la force entre vos plateformes. Il me semble très important de lancer des projets CDP. Il me semble très important de savoir pourquoi on les lance, de savoir quelle position je veux venir renforcer et d'avoir bien en tête le fait de dire comment je vais recréer ce maillon central qui va réinnerver toute ma chaîne CRM et pour quelle finalité. Mais voilà, synergie entre les outils de la chaîne CRM, ce sera mon mot de la fin. Merci beaucoup. Un grand merci à vous tous. Il est 10h19, on a quasiment tenu le timing. Un grand merci à vous tous pour votre participation, vos questions. Et on vous donne rendez-vous très bientôt, déjà pour Into the Mix le 2 avril et pour notre prochain webinaire qui aura lieu au mois de mai. Merci à vous. Merci. Au revoir, bonne journée. Merci tout le monde.